Bonjour à tous. Pour les anciens de la chaîne, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques temps j'avais fait une vidéo sur la batterie d'armes, au même endroit d'ailleurs, ça fait plus d'1 an, où j'avais abordé différentes catégories de ce que je considérais comme les armes minimales, ou en tout cas qui seraient intéressantes de posséder dans une logique d'autonomie et donc de survivalisme. Dans cette vidéo, j'avais parlé de 5 armes qui me paraissaient intéressantes à posséder dans une logique de survivalisme et d'autonomie, et qui correspondaient de plus à mon classement personnel sur ces questions-là. Donc j'avais donc parlé de la carabine en 22 long rifle, du fusil en calibre 12, de l'arme de poing en 9 mm, et de la carabine de combat, et enfin la carabine de tir à répétition. Donc ces carabines à répétition de gros calibre, c'est pas une arme que j'avais classée très haut dans le classement, parce qu'elles sont vraiment prévues pour un usage ultra spécifique, qui est de tirer précisément et loin à un rythme pas forcément soutenu. Peut-être qu'on va tirer qu'une seule cartouche. Ces carabines sont ce que le grand public va appeler entre guillemets des snipers, même si c'est absolument pas le bon terme, au moins on voit bien de quoi on parle. Actuellement, le survivaliste français va avoir un accès aux armes qui va se faire par deux voies principales, qui vont être la voie de la chasse, ou du ball-trap, et la voie du tir sportif. On va retrouver ce type de carabine dans les deux disciplines, mais bien sûr en étant adapté à la pratique. Il ne faut pas oublier que ces armes nous serviront d'abord et avant tout à la pratique de notre loisir, et donc de fait il ne faudra pas investir dans la première carabine venue qui aura été conseillée sur internet par d'autres preppers et par d'autres survivalistes, si elle ne nous correspond pas forcément. Donc pour résumer, les carabines dont je parle aujourd'hui sont des armes d'épaule à répétition. Ce type de carabines, grâce à leur grand calibre, sont capables d'un tir pouvant aller jusqu'au kilomètre de distance. Mais pour nous autres qui sommes tireurs et civils, eh ben ces carabines vont tout simplement nous permettre, on va dire raisonnablement, de tirer sur la bande courte distance, c'est-à-dire jusqu'à 300 mètres. Parce que de toute façon, en situation réelle, il sera bien souvent improbable et irréaliste, et voire inutile, de tirer à plus longue distance que plus de 200-300 mètres. Il n'y aura aucun intérêt pour nous. À part bien sûr pour le challenge dans la pratique du tir sportif, si vous avez un stand de tir qui permet ces longues distances-là. Mais dans une situation dégradée, dystopique, c'est pas ce dont on aura le plus besoin. Donc quels vont être leurs rôles dans notre préparation? Ce sont des carabines qui vont être capables d'aller chercher du grand gibier, d'ailleurs si vous êtes actuellement chasseur, elles vous le permettent déjà actuellement, ou bien ces carabines-là sont adaptées à de la défense de grands périmètres, c'est-à-dire en les utilisant dans un but antimatériel et antipersonnel. Par exemple, les membres d'une communauté ayant monté une base autonome durable installée dans un hameau, dans un petit village, avec des hectares de terre autour, de terre agricole ou de forêt, seront bien contents d'une carabine pouvant tirer à longue distance pour protéger les leurs. Donc avant même de parler du choix des carabines, des différentes marques, modèles, caractéristiques, etc., ça va être intéressant de s'intéresser d'abord et de choisir en premier, comme d'ailleurs dans tous les systèmes d'armes, au calibre. Des petits calibres, on va dire, intermédiaires, comme vont être du 222, du 243 pour les calibres civils, ou du 5,56 en catégorie B, restent des calibres intermédiaires qui ne vont pas être capables d'une très grande puissance une fois passé quelques centaines de mètres. A l'inverse, des très gros calibres comme du 338 ou de la 12,7 ou je sais pas quoi, eh bien seront beaucoup trop gros, même s'ils permettent une grande puissance et un tir à très longue distance. Ça va être à mon avis complètement irréaliste d'investir là-dedans et d'utiliser une plateforme chambrée dans ces calibres en tant que carabine de précision. Donc le bon compromis serait les calibres de chasse et de tir que l'on voit les plus souvent. Idéalement, on choisira un calibre le plus répandu possible pour pouvoir s'approvisionner facilement, aussi bien actuellement qu'à l'avenir, que l'on soit en situation dégradée ou non. Il faut que la production continue à exister, et il faut que l'approvisionnement continue à exister. Donc déjà on peut s'intéresser un petit peu aux calibres de chasse européens, voire français, les plus couramment utilisés, comme du 300 ou du 7,64. Mais idéalement, on rajoutera en plus de ça dans nos choix que le calibre soit un actuel ou un ancien calibre militaire. Il y a plusieurs raisons à ça. Ça nous permettra d'acheter de la munition de surplus, ce qui n'existe pas avec la munition civile. Les munitions de surplus permettant donc l'achat d'un gros volume et au coût réduit, une fois ramené au coût unitaire de chaque cartouche. Et dans une situation future, dégradée, eh bien des calibres utilisés par des armées seront toujours plus demandés que des munitions utilisées tout simplement pour le loisir et pour la chasse. Choisir un calibre qui existe en munitions de surplus permet également l'achat de conditionnements très durables. Si on achète des munitions dans une quantité suffisante, on pourra par exemple avoir des caisses de munitions avec, qui elles se conservent vraiment très longtemps. Donc bref, si on veut une munition qui soit à la fois
puissante, précise, bon marché, qui existe aussi bien en rechargement civil pour avoir de la munition de chasse que dans rechargement militaire pour avoir accès à de la munition de surplus. Il y aura deux calibres qui vont immédiatement nous venir en tête, surtout si vous êtes un habitué de ces thématiques. Ça va être le 7,62 par 54 R et le 308 Winchester, ou 7,62 par 51 autant. Ces deux calibres sont parmi les plus répandus au monde et sont facilement achetables et trouvables. Il y aura toujours une disponibilité étant donné que ces munitions sont utilisées encore aujourd'hui par des armées. Ce que beaucoup sauront déjà, c'est que le 7,62 par 54 R est une munition à la base soviétique, voire même plus ancienne que ça, russe, et que donc qui est surtout utilisée dans les pays de l'Est, voire en Afrique et en Asie. Donc pour nous tireurs français, même si le 7,62 par 54 R est très intéressante par son coût réduit, grâce aux grandes quantités qui ont été produites, le 308 Winchester qui est utilisé par nos armées occidentales sera préféré. Il y a déjà une utilisation dans nos pays, il y a une production dans nos pays, ce sera donc une munition qui sera préférée pour nous. À l'échelle planétaire, on va dire qu'elle est un petit peu plus locale. Hein, on peut très bien imaginer dans 5 ans, 10 ans, 20 ans, des ruptures d'approvisionnement ou des fermetures de frontières ou des blocus. Et dans ces cas-là, peut-être qu'une munition russe sera plus difficile à trouver. Donc voilà, pas de surprise à ces niveaux-là, c'est vraiment les deux munitions que je conseille. Donc étant tireur sportif, j'ai comme beaucoup en 2013, au moment de la déclassification de cette carabine, investi dans un Mosin Nagant. Ils avaient l'intérêt que beaucoup de preppers ont vanté à l'époque, la très grande rusticité et durabilité de cette carabine, et puis les avantages liés à sa munition, qui permettait un coût réduit pour une munition de grand calibre. Et en plus de ça, étant une carabine de surplus qui a été produite à des millions d'exemplaires, on avait à l'époque un accès à cette carabine pour 200-250 €, soit le prix d'une carabine en 22 long rifle. Donc c'était très intéressant il y a 4 ans maintenant d'investir dans ces carabines-là. Aujourd'hui, les Mosin Nagant sont victimes de leur succès et c'est des carabines qu'on va trouver à partir maintenant de 400-500 €. Donc la question se pose, est-ce qu'il vaut mieux continuer pour une première carabine de gros calibre à investir dans un Mosin Nagant, ou est-ce qu'il vaut mieux ajouter un petit peu plus pour avoir une carabine moderne? Ça, c'est une question que seulement les survivalistes tireurs se poseront, parce que je ne pense pas que les chasseurs soient intéressés par un fusil de surplus. Je me demande même si d'ailleurs ils ne sont pas interdits à la chasse, étant donné que là-haut c'est prévu pour de très longues distances et qu'on peut y installer une baïonnette. Il me semble que ça pose problème à la chasse. Mais en plus de ça, on a un fusil qui est très peu confortable, qui a un très grand recul, qui n'est pas amorti, même si moi j'ai ajouté une plaque de couche en caoutchouc. Et on a un fusil qui est en plus de ça très grand. On a un canon de, il me semble, de 28 pouces, il me semble. On a une carabine qui fait peut-être au moins 4 kg. Donc pour la chasse, même avec des ogives adaptées, on n'est pas sur ce qu'il y a de plus pertinent. Maintenant, pour ce qui est des tireurs et des pratiquants du tir aux armes réglementaires, le Mosin Nagant a beaucoup d'avantages. Comme je vous disais, il est parmi les armes de surplus les moins chères. Il est très simple à utiliser et à entretenir. Et en plus de ça, un côté historique vraiment passionnant. Donc après, les Mosin Nagant, c'est vraiment une carabine qu'on va adorer ou qu'on va détester. C'est sûr que si vous y voyez effectivement ces performances au tir qui sont peut-être inférieures à d'autres carabines de surplus, et en plus de ça les finitions qui sont parfois dégueu étant donné le contexte historique. Si par exemple le Mosin Nagant était produit entre 41 et 45 en URSS, effectivement ils avaient autre chose à foutre que faire des belles finitions pour les tireurs du 21e siècle. Donc effectivement, peut-être que c'est une carabine qui ne va pas vous convenir et vous allez préférer d'autres carabines de surplus. Si on parle des carabines de surplus en général, on va retrouver en gros les mêmes caractéristiques, c'est-à-dire des armes prévues pour le terrain, prévues pour le combat, prévues pour la guerre, chambrées dans des gros calibres, vraiment anti-matériel et anti-personnel et qui permettent le tir à plusieurs centaines de mètres. Et en plus de ça, des armes voilà, très durables, ultra robustes, vraiment tout ce qu'on aime. Donc à vous de voir si dans la catégorie carabine gros calibre, vous avez envie d'investir dans une carabine de surplus, dans une carabine militaire. C'est un choix que je pense tout le monde ne fera pas, étant donné les quelques défauts qu'ils ont, notamment, encore une fois, le poids, l'encombrement, la précision moindre que des carabines actuelles, le manque de confort, etc. etc. Mais ça reste un type d'arme vraiment très intéressant à posséder dans une batterie d'armes survivaliste, pour déjà leur calibre, comme on vient de voir, et bien sûr pour leur capacité d'action. Bref, sautons de 1 siècle
en avant et arrivons donc sur les carabines modernes. Donc au cours des décennies, ce sont des armes qui se sont améliorées, notamment au niveau de l'encombrement, du poids et surtout de la précision et du confort. Mais au niveau technologique, on reste sur le même principe. Une carabine à répétition, par verrou, à gros calibre et à faible capacité, qui va permettre donc le tir de 50 mètres à 100, 200, 300 mètres, et ainsi de suite, en fonction bien sûr du calibre et du réglage. Donc ce que je voulais vous dire au final, c'est que si vous avez envie d'investir pour une carabine à verrou, pour jouer le rôle de ce qu'on a vu en début de vidéo, c'est-à-dire la carabine de précision pour défendre un périmètre et pour chasser du grand gibier, eh bien, à mon sens, il va être beaucoup plus intéressant de se pencher sur ce type de carabine moderne pour les avantages qu'elles ont, mais surtout pour leur calibre, c'est-à-dire le 308 et les avantages qu'on lui connaît. Donc cette petite là, c'est la Mossberg Patriot que je vous avais présentée il n'y a pas si longtemps que ça. Je vous mets la vidéo juste ici si vous voulez la découvrir plus en détail. Pour ce qui est de sa précision, je vous mets actuellement quelques images. Donc ce que vous voyez là, c'est la première série, les 5 premières cartouches de cette carabine, donc avec 3 cartouches de réglage, puis la 4e et la 5e cartouche qui tiennent le 10. Après, sur ce qui est propre à cette carabine là, c'est qu'on a un canon vraiment léger. C'est un choix délibéré parce que je voulais une carabine qui soit vraiment légère. Mais donc ce qu'il y a à prendre en compte sur ce type de canon là, c'est qu'il chauffe rapidement, ce qui ensuite va nuire à la précision si vous faites une très longue séance de tir. Bon, ce phénomène là du canon qui chauffe et qui ensuite va un petit peu plus disperser nos impacts en cible, c'est un phénomène qui est connu et qui est commun à la plupart des carabines. Donc ça peut un petit peu nous perturber si vous faites une séance intense de tir sportif ou si vous faites de la compétition. Mais dans la vraie vie, en situation réelle, que ce soit à la chasse ou en défense de périmètre, vous n'allez pas tirer 50 cartouches, vous allez en tirer quelques-unes de manière à traiter votre objectif. De fait, une fois bien réglée, la précision sera plus que satisfaisante. Donc voilà, fin de la vidéo consacrée à ces carabines à verrou et à leur rôle dans une batterie d'armes. J'espère que ça vous aura intéressé. Donc comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en dessous dans l'espace commentaire. C'est vraiment quelque chose que j'apprécie, qu'on puisse à chaque fois discuter, que vous puissiez rajouter des éléments. Et ça, dans toutes mes vidéos, il n'y a pas de souci. Sur ce, prenez soin de vous et bon tir à tous. Salut!